avec toi, Lucas, et avec nos invités pour parler de la deuxième cause d'arrêt de travail en France, la souffrance mentale. Ouais, c'est un sujet qui est de plus en plus prépondérant aujourd'hui dans les entreprises en France et il mérite qu'on s'y attarde et qu'on y consacre un webinaire entier. Ouais, effectivement. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une évolution au niveau de la souffrance au travail. C'est-à-dire que depuis 2008, il y a eu un décret qui permet justement d'intégrer les risques psychosociaux dans les documents uniques qui vont identifier les problématiques, les accidents du travail notamment, les risques d'accidents, et mieux les prévenir. Et là, il y a comme une évolution depuis plus d'une dizaine d'années là-dessus. Et ce qui va vraiment nous aider aussi, c'est la santé mentale qui a été désignée comme grande cause nationale en 2025. Oui, tout à fait. Il y a eu beaucoup de communication autour de la santé mentale et je pense que c'est une bonne chose parce que ça faisait des années qu'on parlait surtout des troubles musculo-squelettiques et à ne parler que d'une seule cause, ben, il y a d'autres causes Ouais, qui pointent le bout de leur nez. Et là, c'est vrai que ces derniers temps, la santé mentale a été mise à rude épreuve de par les problématiques de travail et du pays. Donc, vraiment. c'est vrai que c'est une bonne chose d'aller vers plus de considération de cette problématique-là. Euh, Tout à fait. Tout à fait. Ouais. on va attendre à peu près 11h05 pour démarrer, mais après les retardataires prendront en cours de route. Oui, de toute façon, on démarre doucement. Ouais. Mm. Toi, c'est quelque chose que tu ressens au quotidien, cette dégradation un petit peu de la santé mentale? Bah, on a traversé quand même des crises successives depuis le Covid, les crises économiques, etc. Donc effectivement, oui, c'est quand même quelque chose qui est assez prégnant. C'est quelque chose qui, cependant, n'est pas forcément mis en avant comme on le voudrait, notamment au niveau des entreprises. On a peut-être des fois peur d'en parler. On n'a pas forcément envie d'attirer l'attention sur les problèmes dans les entreprises, ou alors il y a d'autres priorités. Cependant, ce que je disais tout à l'heure, effectivement, depuis qu'il y a plus de communication gouvernementale sur le sujet, il y a de plus en plus d'ateliers qui sont encouragés par les entreprises. Alors là, on voit plutôt dans les grandes entreprises que dans les TPE, PME, mais dans les grandes entreprises, il y a des ateliers trimestriels qui sont mis en place régulièrement, en tout cas dans celles que j'accompagne. Donc c'est plutôt une bonne chose. Par contre, effectivement, c'est fondamental de faire participer davantage les collaborateurs, mais ça, on y reviendra certainement tout à l'heure. Oui, oui, oui. Ben, de toute façon, que ce soit là aujourd'hui pour tout ce qui est risques psychosociaux, mais également ce qu'on a vu vendredi au niveau des TMS, c'est vrai que impliquer le collaborateur dans la démarche, c'est nécessaire. Ça permet que la démarche soit vraiment proactive. Ouais, toujours s'adapter aux besoins, fondamental. Mm. Bon, Ok. bah, On écoutez, démarre? on démarre avec grand plaisir. Bon, Ouais, ok. Bon, déjà, je vous remercie, à vous qui êtes présents pour ce deuxième webinaire, donc aujourd'hui, qui va être consacré aux risques psychosociaux. Donc, on va faire un point sur les différences entre le burn-out, le bore-out et le burn-out pour justement mieux les appréhender, mieux les prévenir au quotidien dans les entreprises ou pour soi-même, pour sa famille, pour ses amis. Et donc pour ça, je suis accompagné de Christophe Iseli. Christophe, je te laisse te présenter. Merci Axel. Donc, je suis psychologue du travail depuis 2010, spécialisé dans la gestion du stress et des risques psychosociaux, également gestion des émotions. Je travaille également avec l'entreprise sur un pôle conseil et audit, ainsi que formation sur ces thématiques-là notamment. D'accord. Mais il y a également des thématiques organisationnelles et managériales. D'accord. Ok. Et donc pour ma part, donc je suis cofondateur de Pref Connect et je suis kinésithérapeute. Donc je vois au quotidien des patients qui sont aussi bien sportifs que collaborateurs de nos entreprises et qui sont amenés à m'exposer pas mal de problématiques qu'on va voir aujourd'hui. Mm. Super. Ok. Alors, donc aujourd'hui, on va déjà commencer par faire un petit état des lieux de la situation, savoir où est-ce qu'on en est en France sur les risques psychosociaux. On verra aussi tout ce qui est fausse croyance, puisque aujourd'hui, on a beaucoup euh, de choses, de légendes un peu urbaines sur le stress, sur les risques psychosociaux, et c'est important de refaire une mise à jour de nos connaissances sur le sujet. Et puis, donc, on verra les différences entre le burn-out, le bore-out et le burn-out, et comment on va pouvoir s'auto-diagnostiquer pour mieux appréhender ces problématiques-là et voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place
pour améliorer sa santé mentale, celle de ses collaborateurs, mais aussi au niveau de l'entreprise, comment on devient une entreprise responsable, garante de la santé mentale de ses collaborateurs. Donc, déjà, Christophe, là aujourd'hui, où est-ce qu'on en est au niveau de la santé mentale dans nos entreprises françaises? Alors, merci pour cette question. Alors, juste avant d'aller plus loin, il y a 3 choses que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui. D'accord. Première chose, que c'est un problème qui est beaucoup plus global que ce que l'on ne croit, que ce que l'on ne pense. Donc, et ces chiffres-là, les chiffres que je vais lancer en quelques instants, vont nous le prouver. Deuxième élément, je voudrais que vous puissiez identifier vous-même vos symptômes liés au stress, mais aussi potentiellement liés à un membre de l'équipe, parce qu'on va se rendre compte, avec les chiffres que je vais vous présenter, que tout le monde connaît très facilement au moins une personne qui souffre d'un problème de santé mentale lié au travail. Et troisièmement, je voudrais que vous puissiez identifier un plan d'action, des techniques et stratégies qui vont vous permettre de prendre en main cette situation pour améliorer votre quotidien, limiter la souffrance, la dégradation mentale liée à la souffrance au travail. Donc maintenant que ceci a été dit, il y a effectivement 3 chiffres que je voudrais présenter assez synthétiquement. C'est déjà ce qu'il y a près d'un tiers des Français qui souffrent de burn-out. Donc, un burn-out, c'est un épuisement lié notamment à un élément particulier. En règle générale, c'est le travail, mais ça peut être lié à un burn-out parental, par exemple. C'est moins connu, mais ça existe aussi. Ce qu'il faut savoir avec le burn-out, c'est que si vous en déclenchez un une fois, vous avez 50% de chance d'en déclencher un deuxième. Si vous en déclenchez 2, vous avez 90% de chance d'en déclencher un troisième au cours de votre vie. Ça, c'est intéressant à comprendre parce que, en fait, on va résoudre la situation de prime abord, mais en fait, chasser les habitudes, elles reviennent au galop et on retombe dedans plusieurs mois, plusieurs années plus tard. Donc, vigilance aussi par rapport à ça. Le burn-out, c'est plutôt l'ennui lié au travail, c'est-à-dire qu'il y a une inadéquation de la charge de travail par rapport au temps de travail. Et là, on a quasiment 41% des personnes qui déclarent souffrir d'ennui dans leur travail. D'accord? C'est pas tout le monde, mais il y en a qui vont être dans cette situation. Troisième élément, c'est le burn-out. Le burn-out, c'est la perte de sens et la démotivation qui est liée à cette quête de sens que l'on recherche dans notre travail. 54%, on est plus de la moitié des personnes à souffrir de ce problème de quête de sens. C'est énorme. D'accord. C'est vrai que ça, je le vois régulièrement en cabinet. C'est des patients qui n'ont même pas conscience finalement que l'ennui, que le burn-out sont des risques psychosociaux. On parle beaucoup du burn-out dans les communications qu'on voit passer, mais c'est vrai que ces deux autres syndromes, sont aussi très, voire plus marqués finalement, plus prépondérants dans les stress au travail et on n'en parle pas assez. Alors, on a un premier commentaire aussi de Vincent qui nous dit que les risques psychosociaux, le psychosocial joue sur les TMS et effectivement, je vois beaucoup de patients au cabinet qui ont une relation douleur-travail qui est fortement corrélée et ça, je vais en reparler un tout petit peu plus tard. Là, Christophe, sur ce qui est des fausses croyances, on en a une qui est assez majoritaire, c'est que le stress, finalement, c'est un peu, ça fait partie du travail et c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Et en fait, c'est pas forcément vrai. C'est-à-dire que le stress, qu'est-ce que c'est que le stress si on part un petit peu de la base, le stress, c'est le processus du mécanisme d'adaptation. Et tous les êtres vivants vont présenter ce processus, certes, mais ce mécanisme-là, avec le mécanisme de digestion, de respiration, de reproduction. Tous les êtres vivants, sans exception. Donc, le stress, effectivement, c'est plutôt normal. Sans le stress, on ne serait pas forcément là aujourd'hui. D'accord. Mais effectivement, ce qui va générer cet effet délétère, c'est une exposition prolongée au stress, sans réussir à mettre en place des moments de pause ou pour reprendre un petit peu son souffle, finalement. Imaginez, vous êtes en apnée, il faut réussir à remonter à la surface de temps à autre, sinon, c'est pas forcément bon pour nous. Donc là, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le stress, c'est une notion aussi qu'on peut prévenir. On peut prévenir comment? Avec des techniques individuelles, certes, mais aussi en maîtrisant un petit peu l'environnement de travail, en agissant sur l'organisation, la charge, le soutien et la reconnaissance, par exemple. Ouais, tu vois, ça me fait penser à un de mes patients que je suivais qui, lui, pendant les vacances et le samedi jusqu'à dimanche 18h, ça allait très bien.
Et par contre, dimanche 18h, il commençait à avoir de nouveau mal au cervical. Et puis le reste de la semaine, je t'en parle même pas. Mais il y avait vraiment cette forte corrélation au travail ou justement à l'aspect un peu repos. Et donc là, ça te permet d'enchaîner, vu que tu parlais un peu de problèmes, de cette problématique individuelle ou de groupe. Toi, Effectivement. justement, vis-à-vis de ça, vas-y. Non, effectivement, donc là non plus, c'est une fausse croyance parce que le stress n'est pas une question d'individu, c'est une question effectivement d'organisation, d'adaptation à notre environnement de travail. Nous, les psychologues du travail, c'est notre job, c'est de se dire comment est-ce que j'adapte l'environnement du travail aux personnes qui y sont. Et d'ailleurs, ça, c'est très important, comme quand on a une posture de manager, quand on a une posture de directeur dans une entreprise, de se dire comment est-ce que j'adapte ma culture d'entreprise aux personnes que je vais recruter, d'accord, pour atteindre l'objectif que je me suis fixé dans cette entreprise ou dans ce service-là. Très important de créer ce travail d'adaptation. D'accord. Alors celui-là aussi, je le vois bien trop souvent, c'est un frein individuel. Tant que personne ne se plaint, c'est qu'il n'y a pas de problème. Effectivement, non, ça ne peut, s'il n'y a pas mention du problème, ça ne veut pas dire que le problème n'existe pas. C'est juste qu'il y a des freins personnels parce qu'on n'a pas envie d'embarrasser les autres avec nos problèmes, ou alors on se dit on est embarrassant avec quelque chose qui tourne autour peut-être du personnel, ou alors même du professionnel, mais on n'ose pas parce qu'on nous a dit de le faire, point. Donc là, c'est intéressant effectivement de pouvoir casser ce frein mental et de pouvoir trouver des solutions pour exprimer nos besoins et les souffrances que l'on ressent, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Oui, c'est vrai, ça, on le voit dans nos patients qui, en fait, du fait qu'on n'est plus dans le cadre du travail, vont dire les choses parce qu'aujourd'hui, ils osent pas, parce que ils ont peur d'être jugés. Ils ont peur également d'être mis à l'écart. Et souvent, ce problème, ouais, ça vient du fait de pas oser, d'avoir peur de représailles. Et par contre, une fois qu'on est en dehors du travail, c'est vrai qu'il y a beaucoup de patients qui exposent ces problèmes, et ça nous permet de mieux comprendre aussi comment prendre en charge, parce que oui, c'est un problème en globalité et pas uniquement des causes qui sont isolées. Tout à fait. Voilà, ça, un grand classique aussi, mais le burn-out qui touche uniquement les personnes fragiles ou peu résistantes, Il est, ça, il est énorme celui-là et il fait très très mal, effectivement. C'est-à-dire que j'ai deux personnes qui font partie de la même équipe. Il y en a une qui craque et l'autre qui ne craque pas. Et on va dire effectivement que celle qui craque, elle est fragile, résistante. En fait, c'est pas vrai. C'est une histoire d'effet cocktail. C'est-à-dire que on a tous effectivement euh, une exposition au stress qui va être différente parce qu'on a une vie privée, on a une expérience de vie. Je vais le développer tout à l'heure avec une belle granularité, vous allez voir, qui va nous démontrer effectivement qu'on n'est pas égaux par rapport au stress. Mais il y a aussi d'autres éléments qui vont nous permettre de développer de la résilience. Par exemple, les croyances que nous allons avoir à l'égard de nous-mêmes ou à l'égard des autres. Et puis un petit dernier pour la route. Bah ouais, en même temps, il y a eu un spoiler dans le titre, hein. Donc Ah oui. oui, il y a le burn-out, mais il y en a d'autres aussi. Il y a le burn-out, il y a le burn-out. Je me suis arrêté là, mais j'aurais pu aller plus loin. Là, ça représente 90% des éléments qui vont générer de la souffrance mentale, notamment liée au travail, mais j'aurais pu inclure le burn-out, c'est-à-dire cette perméabilité entre les temps professionnels et personnels qui va générer du stress. Par exemple, répondre à un mail à 22 heures le soir, alors qu'on est censé être à la maison. D'accord. Et les fameux mails en vacances qui sont toujours répondus, Par exemple. c'est aussi un gros sujet. Mm. Euh, Ça, déjà, nous, on aimerait bien voir un peu, est-ce que il y avait des fausses croyances que vous aviez parmi celles qu'on a exposées. Donc voilà, vous pouvez nous dire en commentaire s'il y en a une en particulier qui était, ou que vous entendez plus régulièrement, que ce soit dans les entreprises ou si vous êtes intervenant, lorsque vous travaillez avec les entreprises, et des fausses croyances qui sont assez couramment développées au quotidien. Je vous laisse juste le temps de répondre, prendre 1 ou 2 minutes, puis on enchaîne après. Parce qu'après, on va rentrer dans le cœur du sujet. Donc, là, Christophe va nous exposer vraiment toutes les différences entre ces trois grands syndromes, et on va pouvoir y voir plus clair dans le méandre des risques psychosociaux.
Mhm. Allez, Christophe, je te laisse On est y aller. parti. Effectivement. Donc, plongeons un petit peu dans le vif du sujet pour réussir à différencier les différentes causes de stress. Les résultats sont les mêmes, hein, c'est-à-dire que, on va le voir tout à l'heure, les symptômes vont être à peu près les mêmes dans les trois cas. Mais les causes sont très différentes et pour réussir à soigner un symptôme, il faut déjà identifier la cause. Donc, le burn-out, on l'a vu tout à l'heure, c'est cet épuisement psychique et physique que l'on va ressentir lorsque on a grillé toutes nos ressources. Finalement, l'icône est très bien, c'est la batterie qui est à plat. Comment est-ce qu'on déclenche les causes d'un burn-out? Les causes d'un burn-out, c'est une charge de travail élevée. La charge de travail, c'est quoi? C'est l'intensité de travail, c'est le temps de travail, c'est la gestion des urgences, c'est la gestion des interruptions des tâches qui comptent pour 30% du stress que vous allez ressentir. Là, je fais beaucoup de travail en coaching pour donner des outils pour gérer, pour limiter les interruptions des tâches. C'est la complexité de la tâche. La plupart des personnes avec qui je travaillais ont une charge mentale élevée parce que ça représente le cœur de métier. D'accord. Au niveau des stats nationales, on est à peu près 45% des personnes qui ont une charge de travail très élevée. D'accord. L'autonomie, c'est le temps que j'ai pour gérer mes délais, les tâches que je vais avoir à piloter. Mais si les autres pilotent mon temps pour moi, mon agenda pour moi, ils me collent des réunions, par exemple, je n'ai pas l'opportunité de choisir ma deadline, mon délai comme je voudrais, on me demande de le faire assez rapidement, encore pour aujourd'hui, par exemple. Eh bien, là, effectivement, on a une faible autonomie. C'est exactement ce qui se passe dans le burn-out. Mais aussi, il y a une carence au niveau des supports sociaux. Les supports sociaux, il y en a de plusieurs types. Deux types professionnels, un type personnel. C'est le support des collègues, le support de la direction, quand on a la chance d'en avoir. Parfois, c'est pas toujours le cas. Je dis chance parce que effectivement, moi, je travaille avec beaucoup de directeurs qui ont un stress extrêmement élevé parce qu'il y a personne qui va les assister dans les décisions qui vont être les leurs. Mais il y a aussi le soutien personnel, c'est à la maison, comment est-ce que il y a des personnes qui vont m'accompagner par rapport au stress que je ressens. D'accord. Donc ça, c'est un des facteurs vraiment primordiaux. Je vais aller sur le burn-out. Cet ennui au travail, finalement, ça, on a à peu près les mêmes éléments, mais dispatchés différemment. La charge de travail est beaucoup moins élevée chez ces personnes-là qui vont s'interroger sur leur degré de compétence. On va se poser la question, mais qu'est-ce qui fait que moi, je suis recruté pour cette mission-là et au lieu de te dire 35 heures, je tiens 20 heures dans la semaine sur cette mission? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça renvoie une mauvaise image à la personne. Ça peut la faire dériver sur ce qu'on appelle un syndrome de l'imposteur. D'accord? Donc là aussi, c'est très intéressant de pouvoir maîtriser ce concept-là. L'autonomie est forcément un petit peu plus élevée parce que il y a plus de possibilités de gérer les délais comme elle le souhaite. Mais justement, il y en a trop. Et là aussi, la personne rumine dans ce temps-là, ce qui va augmenter son taux de cortisol. C'est une hormone de stress assez importante qui va générer de l'oxydation. Et c'est ça qui va générer le syndrome du stress que l'on a décrit tout à l'heure. Il y a aussi, encore une fois, cette carence au niveau des supports sociaux. Et enfin, on a le burn-out. Le burn-out, c'est une charge de travail qui est élevée. Et certes, la personne reste à peu près efficiente, elle est quand même dans la performance, ce qui est insidieux pour repérer le burn-out, parce que on ne on n'identifie pas des problématiques de performance chez ces personnes-là. Mais il y a des conflits de valeurs très, très forts. Il y a des interrogations sur les directives. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement, etc. Ça, c'est peut-être des signaux faibles que vous pourriez identifier dans l'entreprise, auprès de collègues, etc. Des personnes qui essaient de trouver d'autres façons de faire par rapport à la situation, mais de manière un petit peu progressive. Donc là, peut-être un petit point de vigilance. Mais il y a aussi, encore une fois, des carences au niveau du support social. Et là, on se rend compte qu'il y a un point commun parmi tous ces éléments-là, c'est le manque de soutien social. Pourquoi est-ce que c'est si important et que c'est ce facteur-là qui va déclencher l'épuisement psychique et physique des personnes? Le soutien social, c'est votre facteur de résilience premier. La résilience, c'est ce qui vous permet de vous dire, tiens, j'ai un effort à faire et c'est pas grave, il y a une quête de sens, il y a une récompense à la clé. Si je n'ai pas un état de résilience, c'est l'inverse qui se produit. J'ai le sentiment de faire beaucoup d'efforts pour peu de résultats ensuite.
Et là, on va déclencher un programme. Parce que ouais, les comportements humains, malheureusement, c'est triste à dire, mais c'est des programmes. Et ce programme-là, c'est un programme de démotivation, de désengagement chez les personnes, quasiment à 100%. D'accord. Donc là, c'est fondamental de recréer de la résilience chez les personnes. Résilience avec les collègues, résilience avec la hiérarchie, qui va créer de l'observation, de la reconnaissance précise par rapport aux résultats ou aux difficultés ressenties par les collaborateurs. Et l'encouragement, effectivement, au niveau des difficultés. D'ailleurs, je vous donne un tuyau, il y a 3 types de soutiens sociaux que vous pourriez donner à vos collaborateurs ou à vos collègues. Le premier soutien social, c'est le soutien pragmatique. Une personne vous demande un conseil, vous lui répondez avec un conseil. Point. D'accord, ça, bon, c'est important. Mais à ne pas confondre avec le soutien émotionnel. La personne se plaint de quelque chose, ça ne va pas. Si vous lui donnez des conseils, bah, ça va déclencher un conflit. Il y a en tout cas de fortes chances que ça déclenche davantage un conflit. Donc, s'il y a une personne qui est demandeuse de soutien émotionnel parce que elle n'est pas bien, là, c'est de l'écoute active qu'il faut pratiquer. Mais aussi, il y a un soutien au niveau des valeurs personnelles, de l'identité de la personne. Là, encore une fois, comment est-ce qu'on réussit à créer la valorisation de l'identité, des valeurs transmises par cette personne au sein de son travail, au sein du service, au sein de l'entreprise, par exemple. On en discutait tout à l'heure, il y a des personnes qui sont perçues comme étant plus vulnérables au stress que d'autres. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tous notre effet cocktail au niveau du stress. Alors, volontairement, je ne vais pas parler du monde de l'entreprise, de l'adaptation environnementale. Je vais juste parler de ce qui se passe à l'intérieur de chacun d'entre nous. D'accord ? Qu'est-ce qui fait que ce verre-là se remplisse au fur et à mesure? Déjà, on a une expérience de vie. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont une enfance, une intégration dans le monde du travail qui va être plus difficile que d'autres. On n'est pas égaux à ce niveau-là. Et plus une personne va être exposée à des facteurs de stress, la résilience est une courbe en U, moins elle va tenir ces facteurs de stress. Pareil, si elle n'est pas suffisamment exposée à des facteurs de stress dans sa vie. D'accord? Donc là, c'est comprendre effectivement qu'il faut un juste milieu en termes d'expérience de vie. Donc voilà. Les croyances personnelles. Alors celui-là, c'est quelque chose que je travaille énormément en coaching. Il y a des études qui démontrent par A plus B que si j'expose des personnes à des stress, des stress similaires, si vous voulez, en fonction de leurs croyances en elles, leurs croyances par rapport à ce stress en question, si elles perçoivent le stress comme étant positif ou négatif, eh bien, elles vont tenir différemment. Les personnes qui perçoivent le stress comme étant quelque chose de négatif pour elles, un ennemi à combattre, si vous voulez, vont développer plus 43% de risque d'accident cardiovasculaire en plus, de problématiques de santé en plus sur le long terme, que les personnes qui sont exposées au stress et qui ont un bon état d'esprit par rapport à ça. Ça, c'est un facteur extrêmement important pour générer de la résilience. Les ressources disponibles, quand on est stressé, on a la fâcheuse tendance de se focaliser sur les problèmes. Or, les problèmes, ce sont des diversions. Ce n'est jamais là où vous allez trouver des solutions. Les solutions, on va les trouver sur les ressources. Mais notre cerveau ne peut pas faire les deux à la fois. Il ne peut pas se concentrer à la fois sur le problème et à la fois sur les ressources. Il y a un problème de point focal à ce niveau-là. On appelle ça la cécité attentionnelle en psychologie. Donc là, l'idée, effectivement, c'est de se dire, j'ai un problème, certes, maintenant, j'identifie toutes les ressources disponibles. Les ressources, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être des ressources personnelles, liées à mes compétences, mes connaissances, mon savoir-être, mon savoir-faire. Ça peut être des ressources externes, des ressources sociales, des supports sociaux en entreprise, des personnes qui pourraient m'aider, m'accompagner par rapport à une thématique particulière. Ça peut être des ressources temporelles, financières, etc. Je ne vais pas tout faire non plus. Je pourrais continuer comme ça pendant 1 heure. L'adaptation à la demande, c'est ma perception de pouvoir répondre à la problématique qui m'a été soumise. Là, il y a plusieurs éléments. Est-ce que cette problématique soumise, elle est réaliste ou pas? Donc, est-ce qu'elle correspond à mes compétences ou pas? Donc, ça, c'est déjà la première étape. Et si ça ne correspond pas, c'est l'assertivité. Je travaille énormément là aussi sur l'assertivité des personnes. Comment est-ce qu'on apprend à dire non? Comment est-ce qu'on apprend à justement borner un petit peu son emploi du temps pour réussir à s'approprier la demande ou à se dire, bon, bah, tiens, il faut que je négocie davantage de ressources, davantage de moyens pour réussir à piloter cet élément-là correctement. Le soutien social, on a déjà parlé, il est fondamental. Je ne reviendrai pas là-dessus.
Et les facteurs aggravants, ce sont les conflits que l'on peut rencontrer. C'est-à-dire que effectivement, il y a des personnes qui divorcent, il y a des personnes qui ont des proches qui sont malades, qui décèdent, et forcément ça pompe énormément d'énergie. Personnes qui souffrent de pathologies particulières. Et là, effectivement, c'est comprendre que ça joue énormément sur les facteurs de stress perçus. C'est pour ça, bien entendu, que nous ne sommes pas égaux par rapport au stress. Ouais, et puis je vais rebondir sur ce que tu dis, parce que ça fait vraiment écho finalement aux troubles musculo-squelettiques qui fonctionnent à peu près pareil, avec vraiment ce système de vase qui va finir par déborder. On a, quand on a quelqu'un qui fait un lumbago, on entend toujours parler du faux mouvement. Et en fait, ce faux mouvement, ça va simplement être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, mais c'est pas ça qui la remplit. De la même façon, tu as les fausses croyances, tu as les capacités du corps, tu as est-ce que la personne est capable est régulièrement soumise à tel ou tel mouvement. Et ça fait vraiment écho cet effet cocktail parce que ça fonctionne exactement pareil au niveau des troubles musculo-squelettiques. Et justement, dans les facteurs aggravants, je trouve que tu as aussi les TMS qui sont un facteur aggravant. Je vois beaucoup de patients qui le fait d'avoir une tendinopathie, d'avoir mal au dos, ressurgissent sur leur mental et qui sont euh, abattus dans leur vie personnelle, même professionnelle, parce qu'ils ne peuvent plus aller faire du sport, parce que le matin, bah, ils se lèvent, ils ont déjà mal. Et ça a un impact aussi important sur finalement la tête. Euh, des fois, on dit la douleur, c'est dans la tête. Tout à Alors, fait. pas tout à fait, mais c'est pas entièrement faux non plus. Il y a un juste milieu à trouver dans tout ça. Mais oui, il y a vraiment ce même système au niveau des douleurs physiques. Oui, tu as douleur et tu as souffrance. La douleur, c'est effectivement le facteur entrant, c'est la contrainte que l'on rencontre. Par contre, la souffrance, c'est comment ma perception va être hyper focalisée sur la douleur pour oublier tout le reste. Et forcément, si j'oublie tout le reste, j'ai plus de ressources qui me permettent de rebondir par rapport à cette situation-là. C'est très compliqué. Mm. Mm. Et donc, bah, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir s'auto-diagnostiquer, savoir où est-ce qu'on en est dans tout ça et avoir un point de départ et des actions à mettre en place pour réduire, ou en tout cas pour se stabiliser sur des phases plus cool et s'améliorer quand on est dans des phases un peu plus compliquées. Effectivement, point fondamental. Et tout à l'heure, je vous livrerai mon autodiagnostic que je donne dans les sessions pour que vous puissiez le dérouler pour vous-même, pour identifier justement si vous sentez que vous êtes dans un état de stress important ou pas. Donc, il faut comprendre déjà au niveau du stress, vous avez 4 phases. D'accord? La phase d'alarme, la phase de résistance, la phase de dégradation psychique et la phase de dégradation physiologique également. D'accord? Là, on est dans la phase d'alarme. Grosso modo, on a juste réceptionné un facteur de stress, on a identifié bah, tiens, un problème, etc. Mais à ce moment-là, tout va bien. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. C'est vraiment la ligne de base, c'est le point de départ. En règle générale, à ce niveau-là, tout va bien. D'accord. On va aller sur des choses plus intéressantes. On aura plus à dire. La phase de résistance, là, c'est la phase de stress non, idéale, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on est exposé effectivement à des problématiques, c'est-à-dire quand il y a stress, on sous-entend performance quelque part, il faut que j'obtienne grosso modo un résultat ou que je déploie un moyen qui va me permettre d'atteindre un résultat. Et l'idéal, effectivement, pour rester dans cette phase de résistance, qui est un bon stress encore à ce niveau-là, hein, à condition que nous réussissions effectivement d'identifier des temps pour récupérer derrière. Si on commence à dégrader ces temps de récupération, on va aller beaucoup plus loin dans les phases de stress. Donc là, on peut potentiellement avoir de temps à autre, c'est vraiment épisodique, un petit peu d'humeur instable, des performances un petit peu réduites de temps à autre en yo-yo, ou des sommeils, des nuits un petit peu difficiles de temps à autre. Mais en règle générale, tout va à peu près bien encore à ce niveau-là. Ce qui est fourbe, entre guillemets, ce qui est insidieux, parce qu'on se dit, parce que tout va bien, il faut que je ne fasse rien du tout pour contrôler ça. Et c'est une erreur. C'est à moi, effectivement, de réussir à me dire, c'est pas parce que tout va bien que c'est pas à moi d'être dans la discipline derrière pour recréer un temps de récupération. La phase d'épuisement psychique, en règle générale, c'est là où on vient consulter quelqu'un d'autre. D'accord? Parce qu'on sent qu'il y a des choses qui ne vont plus. Comment est-ce qu'on identifie une phase d'épuisement psychique? Alors déjà, on identifie qu'on est en train d'aller sur cette phase-là quand on a une carence en magnésium,
carence en magnésium, vous pouvez la tester très facilement. Vous tendez la main en avant, vous mettez une feuille de papier dessus, vous regardez si ça tremble. Point. Très facile à identifier. Vous regardez aussi si les muscles au niveau des yeux, les pupilles, etc., ça cligne un petit peu. Là aussi, il y a peut-être une carence en magnésium quelque part. Et une fois que la carence en magnésium est activée, on commence vraiment à aller vers un état de dégradation. Donc là, l'épuisement psychique, on l'identifie avec des sauts d'humeur très importants. On est en colère, on n'est pas bien, on rumine, on peut exploser pour rien finalement. Les personnes qui peuvent pleurer pour quelque chose qui a été bénin sur leur environnement de travail. D'accord. Il y a aussi des problématiques de concentration et de mémorisation qui deviennent de plus importantes. Les personnes qui sont en phase de burn-in, d'épuisement psychique, vont avoir une insomnie prévalente. Ça va être difficile de dormir une nuit complète. On va se réveiller, on va ruminer, encore plus de mal à s'endormir, même avoir du mal à s'endormir initialement à cause des ruminations, notamment. On va avoir des conduites addictives. Par exemple, on va augmenter le taux de caféine. Moi, j'ai des personnes qui ont 13 cafés par jour. Donc, c'est peut-être un poil too much. Je dirais 3 maximum et avant 15 heures. Donc, il y a une forte dégradation qui commence à s'incrémenter à ce niveau-là. Ce qui est aussi pernicieux, c'est que ces personnes se disent que c'est de leur faute. Il y a un très haut degré de culpabilité. En fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas de votre faute. On l'a vu tout à l'heure, c'est une situation d'adaptation environnementale. D'accord? Prolongée. D'accord. Donc là, ce qu'il faut faire, de un, on ne reste pas seul. Il faut reconnaître qu'il fallait agir. On ne reste pas seul, on ne crée pas un facteur d'isolement social, interdit. On réduit les tâches non essentielles. Là, il y a beaucoup d'outils en gestion d'organisation, gestion du temps qui existent pour identifier quelles sont les tâches urgentes et importantes, les tâches où il ne faut pas que je m'applique aujourd'hui, par exemple. Et on essaie de retrouver du temps pour soi, pour recréer des facteurs de protection. Enfin, la phase de crise, bon, bah là, c'est la phase de burn-out, en règle générale, de burn-out. On la reconnaît facilement, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à se lever le matin, on est extrêmement fatigué, on a des troubles de sommeil majeurs, on peut avoir des attaques de panique, des cauchemars, on peut même avoir des pensées noires, malheureusement, qui sont alimentées par l'autoculpabilité dans cette situation-là, qui crée de la colère à l'égard de soi. N'oubliez pas, dans ce type de situation-là, si on reste seul, nos mauvaises pensées se font des amis. Voilà, et on reste focalisé sur les problèmes, et c'est pas du tout notre intérêt. C'est fondamental de pouvoir, de un, se reposer, prendre soin de soi, première obligation, et de voir des personnes, potentiellement même des médecins, un professionnel de santé qui pourrait vous aiguiller pour avancer beaucoup plus rapidement. N'oubliez pas, un burn-out, selon la sécurité sociale, si on ne le prend pas à temps, ça peut être, la moyenne, c'est 18 mois d'arrêt pour ce type de souffrance-là. Donc, à nous de prendre soin de nous. Ouais, 18 mois, c'est vraiment énorme. Là, on parle en tant que personne, en tant que soi, mais c'est vrai qu'on va y revenir juste après. Mais pour les entreprises, ça a aussi un impact hyper important, que ce soit sur, voilà, en termes humains, simplement. Déjà, chaque homme et femme de l'entreprise font partie d'une équipe, et donc c'est toujours désagréable de voir un collaborateur qui ne va pas bien parce que finalement l'entreprise est en tort, parce que nous sommes en tort. Donc ça, c'est vraiment important à prendre en compte, et c'est ce qu'on va voir juste après. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour finalement éviter d'arriver à ces points que tu as cités. Tout à fait. Donc, je vais faire très brièvement un petit autodiagnostic et je te laisse la parole pour compléter, parce que ça va être ça va bien plus ton domaine que le mien. L'autodiagnostic que je propose pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Comment ça se passe avec votre concentration? Est-ce que vous réussissez à vous concentrer facilement ou pas dans les situations? Est-ce que là, aujourd'hui, vous réussissez à tenir un petit peu, ou vous faites plusieurs choses, vous êtes tenté de faire plusieurs choses en même temps? D'accord. Deuxième chose, c'est la mémorisation. Est-ce que j'arrive à retenir ce que j'entends, ce que j'écoute, ce que je fais? Ou au contraire, c'est compliqué. C'est trop compliqué. Troisième élément, ça va être le sommeil. L'endormissement, est-ce que je rencontre des ruminations à l'endormissement? Et par conséquent, ça
ça augmente mon temps de latence pour m'endormir, 30, 40 minutes. Normalement, c'est 15 minutes pour s'endormir quand on n'a pas trop de difficultés. Ensuite, c'est les insomnies. Est-ce que je me réveille en plein milieu de la nuit ou pas? Est-ce que j'arrive à me rendormir ou pas? Deuxième point. Troisième point, sommeil. Est-ce que je me réveille? Je suis fatigué ou pas forcément? D'accord. Ensuite, identifier un petit peu les humeurs. Est-ce que, au niveau humoral, je sens que je suis activé un peu plus facilement que d'habitude? Je m'énerve peut-être pour des choses qui sont considérées comme bénignes dans l'ensemble, dans la globalité des choses. Est-ce que j'ai des conduites addictives? Donc là, on identifie les comportements. Est-ce que j'ai des conduites addictives, par exemple, avec le café, avec les écrans? Est-ce que je procrastine davantage par rapport à avant? Ça, c'est des choses que vous pouvez identifier. Et enfin, ça va être tout ce qui va tourner autour de l'alimentation. Est-ce que j'ai remarqué que je mangeais différemment récemment? Ah bah oui, je mangeais peut-être un peu plus sucré que d'habitude, ou je mange un petit peu moins que d'habitude. Là aussi, ça aussi, quand il y a changement alimentaire, il y a probablement un facteur de stress sans vouloir généraliser non plus. Ouais, donc si on reprend l'hygiène de vie, on en a parlé précédemment. Déjà, tu parlais du sommeil. Le sommeil, on va dire que il faut aujourd'hui à peu près 7h30 de sommeil par nuit. La moyenne en France, c'est 6h42, je crois, pour être précis exactement. Euh, c'est pas assez. Clairement, il y a des techniques pour améliorer le sommeil, pour améliorer l'endormissement. C'est déjà simplement dormir dans une chambre qui a une température qui est pas trop élevée. En général, on dit autour de 19 degrés. Essayer de réduire au maximum la luminosité dans la chambre. Donc, ça peut être, s'il y a des volets, bah, fermer les volets. Ça peut être même pourquoi pas tourner le réveil pour que la lumière du réveil ne nous gêne pas. Ça va être aussi par rapport aux écrans, réduire les écrans avant le coucher. Et au niveau de l'alimentation, ce qui me permet de rebondir ensuite sur la nutrition, mais ne pas manger trop lourd le soir parce que la digestion va empêcher un bon endormissement, ou du moins le sommeil sera de moins bonne qualité à ce moment-là. Ensuite, sur la nutrition, bah, tu parlais de comportements addictifs ou de changements alimentaires. Le fait de manger des plats plus transformés, c'est un gros rapport avec le risque d'obésité d'un côté, mais aussi le risque de dépression et de mauvaise qualité du sommeil. Le sommeil, de la même façon, s'il est de mauvaise qualité, agit aussi sur les risques de santé mentale. Donc, on va avoir tout ce qui est alimentation transformée, tout ce qui est sucrerie, tout ce qui va être aussi, voilà, simplement manger des aliments naturels. Euh, on peut se faire plaisir, c'est pas interdit. C'est ce qui va faire que c'est mauvais ou non, c'est la fréquence. On a ce fameux dicton qui dit la dose fait le poison. Bah, c'est tout à fait vrai. On peut se faire plaisir de temps en temps et c'est important de se faire plaisir pour être en bonne santé physique et mentale. Mais il faut pas que ce soit trop régulier parce que là, on tombe dans ce que tu disais, Christophe, dans les comportements plus addictifs. Et ça, c'est mauvais. Il faut rester dans un certain contrôle de ce qu'on fait. Et puis l'activité physique. On considère, en tout cas les chiffres de l'OMS, c'est qu'il faut bouger en moyenne 150 minutes par semaine si on fait de l'activité physique modérée et 75 minutes par semaine si c'est de l'activité physique intense. Le mouvement, on va pouvoir le retrouver un peu partout. Ça peut être aller au boulot en vélo. Ça peut être descendre un arrêt de bus plus tôt et finir à pied. C'est prendre les escaliers. C'est faire des réunions téléphoniques en marchant. C'est toutes des petites choses où plus on va bouger, mieux on va être dans son corps, puisqu'on va sécréter de l'endorphine, qui est des hormones antidouleurs, et de la dopamine, qui est l'hormone du plaisir. C'est pour ça qu'on a également des comportements addictifs au niveau physique, mais ça, je pense que, enfin, tu me dis si je me trompe, Christophe, mais dans tout ce qui est burn-out, on va pas trop avoir de comportements excessifs d'activité physique. Je sais pas, dis-moi si je me trompe. Alors, c'est pas forcément, ouais, effectivement, non. Les personnes ne vont pas forcément aller trop là-dessus. Au contraire, il y a une dégradation, il y a une tendance plutôt à la dégradation des activités physiques parce que il y a une tendance à surtravailler parce que elles ont le sentiment d'être en retard, elles ont cette projection effectivement qu'elles n'arrivent pas à gérer les objectifs. Donc, elles vont commencer à annuler finalement des facteurs de protection type sport. Le sport, c'est une
constante fondamentale. Quand on pratique du sport, effectivement, on décroît, on utilise notre cortisol à bon escient. Et quand on est stressé, et c'est un stress psychosocial, on va en produire énormément. N'oubliez jamais, notre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et les pensées. C'est-à-dire que si je rumine, je vais produire ce cortisol-là. Et si je commence à accumuler ce cortisol, il faut qu'il parte à un moment donné. Sinon, s'il reste, ça va générer de la somatisation des pathologies. Ok. Et puis, on va aussi avoir tout ce qui est relations sociales, voir ses amis, voir ses proches, sa famille. Ça va être hyper important pour conserver cette bonne hygiène de vie. Alors, des fois, on voit ses amis, on va boire une bière. C'est pas grave. C'est toujours cet excès qui va être mauvais, mais le fait de boire un verre avec des amis, ça va être aussi très bon parce que ça va nous permettre de sécréter un tas d'hormones qui vont être bénéfiques pour la tête, pour le corps et nous permettre de conserver ou d'aller mieux si on est dans des phases un peu plus compliquées. Donc, conserver un bon état d'esprit. Et ensuite, ça va être de consulter quelqu'un. Si, alors, c'est pas forcément un professionnel de santé, mais ça peut être déjà des amis, en parler autour de soi, en parler à sa famille. Le fait de dire les choses permet déjà de mettre un pied dans cette guérison, si on peut utiliser le terme, et d'avancer vers un mieux-être. Ça peut être également, comme voilà, le médecin du travail. Ça peut être une première base à qui en parler ou simplement avoir un suivi chez un psychologue. Il n'y a pas de honte à avoir, à consulter quelqu'un et à se faire aider. Et, euh, et tu vois, Christophe, plus j'avance et plus je pense qu'on devrait tous même y aller. Parce que, en fait, on a tous des choses à régler, que ce soit au niveau du travail ou non. La question qu'il faut se poser, c'est la question des moyens. C'est est-ce que je vais avancer rapidement sur une problématique que je trouve prégnante ou pas? Et est-ce que je veux y aller en me disant, tiens, je vais sécuriser ce parcours-là avec une personne, c'est son job, elle est experte là-dessus, ou est-ce que j'ai envie de le découvrir par moi-même? C'est légitime aussi, hein, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est juste de se dire, j'avance dans la direction qui est la plus importante pour moi. Ouais, je vais rebondir sur Isabelle qui nous a mis un commentaire qui parle du lien entre les changements hormonaux liés à la ménopause et la dépression qui est aussi à prendre en compte. Il y a aussi, tu parlais tout à l'heure du burn-out parental suite à l'accueil d'un enfant, mais c'est vrai que ces changements hormonaux ont aussi un impact sur notre santé mentale. Tout à fait. Non, la remarque d'Isabelle est très juste, hein, elle a raison. Ça fait partie des facteurs personnels, hein. On est tous différents face au stress, en fonction de notre. Il y a des facteurs sociaux, culturels, il y a des facteurs de santé, il y a des facteurs au niveau de l'âge, effectivement, qui vont jouer, parce que ça va jouer sur notre taux d'hormones et en fonction des hormones qui sont dans nos vaisseaux sanguins, si vous voulez, nos comportements vont être différents. Le programme qui va être déclenché va être différent. Okay. Et puis voilà, je te laisse y aller sur les collaborateurs. Comment est-ce qu'on peut agir finalement auprès de ses collègues, même de ses amis finalement? Et effectivement, alors au niveau des collaborateurs, c'est toujours un petit peu, on n'ose pas trop parce qu'on se dit, j'ai pas envie de déranger, j'ai pas envie d'embêter, etc. Donc là, l'idée déjà, c'est de se dire, bon, première chose, je dois identifier une temporalité et une localité pour réussir à avancer avec quelqu'un. C'est-à-dire, si je vois qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu différent par rapport à d'habitude, je peux lui proposer, écoute, là, je voulais savoir si à midi, tu avais quelque chose de prévu, si on pouvait manger ensemble, etc. Si tu voulais prendre un café avec moi tout à l'heure ou boire un verre avec moi ce soir, crée du lien social, fondamental, mais avec la bonne temporalité, parce que si on est entre deux clients, si on est entre deux réunions, c'est pas le moment où on va exprimer le maximum de choses. D'accord. Deuxième élément, effectivement, c'est de dire, tiens, je pars de ce que j'ai observé et je vais utiliser des arguments parapluies par rapport à ça pour me protéger. Mais par exemple, un argument parapluie, je peux me tromper. Voilà, ça, c'est un argument parapluie. J'ai peut-être tort sur quelque chose, je me corrige si je me trompe, hein. Mais j'ai le sentiment, effectivement, que en ce moment, ça va peut-être un petit peu moins que d'habitude. Mais encore une fois, je peux me tromper. Et l'idée, en fait, c'est d'ouvrir le dialogue. D'accord. On voit la personne si elle est réceptive ou pas immédiatement. Si elle est réceptive, tant mieux, on va pouvoir dérouler. Si elle n'est pas réceptive, c'est simple. Vous dites juste, bon, OK, il n'y a pas de problème, c'est peut-être moi. Par contre, si jamais un jour, tu sens que ça ne va pas, tu as besoin d'échanger, tu as besoin de discuter, tu viens me voir.
on discute ensemble. D'ailleurs, il y a une étude qui démontrait qu'il suffisait de 8 minutes pour échanger avec une personne de confiance, une personne non jugeante, une personne à l'écoute, pour développer un taux d'ocytocine. Ce sont les hormones qui vont nous permettre de créer du lien social, de la confiance dans les autres et en nous, qui va générer énormément de résilience. Donc, 8 minutes de confiance, c'est fondamental. Donc maintenant, il y a un script que l'on peut. Attends, on va juste remonter un tout petit peu. Encore 2 secondes là-dessus. Je donne juste un petit script. Vous n'êtes pas obligé de le suivre à la lettre, mais c'est quelque chose qui marche bien. C'est la technique du QELF de David Servan-Schreiber, un psychiatre français qui malheureusement est décédé. Donc, on pose la question effectivement. Tiens, on pose cette hypothèse. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? J'ai le sentiment que ça va pas trop, forcément trop, que tu es un petit peu irrité, par exemple, aujourd'hui. On crée une phase d'investigation. Est-ce que tu peux me dire davantage sur ce qui travaille, sur ce qui te tracasse aujourd'hui? D'accord? On crée de l'attention chez l'autre. Ensuite, on va essayer d'identifier l'émotion avec les personnes. C'est intéressant de parler d'émotion. Je sais que c'est un peu tabou au travail pour beaucoup de personnes, mais c'est assez intéressant de pouvoir verbaliser cette émotion. Quelle émotion est-ce que tu ressens à ce moment-là? Est-ce que tu es irrité? Est-ce que tu es en colère? Est-ce que tu es nostalgique? D'accord? Pour permettre à la personne de classifier l'émotion qu'elle ressent, plutôt que de généraliser un ensemble d'émotions. Et ensuite, là, il y a 2 questions, je trouve, qui sont magiques pour réussir à permettre à la personne de reprendre un petit peu le contrôle sur cette situation. Quelle est la chose la plus difficile pour toi dans cette situation-là? C'est quoi le plus difficile pour toi aujourd'hui? On pose cette question-là, c'est la catharsis de l'émotion. On évoque le plus difficile et là, ça nous fait du bien. Une fois qu'on a évoqué le plus difficile, le reste, c'est beaucoup plus facile, n'est-ce pas? Et ensuite, deuxième élément, maintenant qu'on a évoqué le plus difficile chez cette personne-là, on va essayer de comprendre quelles sont ses ressources pour lui permettre de dépasser cet élément difficile. Qu'est-ce qui t'aide le plus à tenir dans cette situation, malgré tout? Là, c'est génial, parce que la personne est en train de se dire, bah oui, l'un dans l'autre, c'est dur, mais je tiens, j'y arrive, finalement. Et là, en fait, on est en train de réorienter le regard de l'autre, non plus sur les problèmes, mais sur les ressources. Et c'est ça qui permet de créer des facteurs de résilience chez les personnes. Okay, ça diminue considérablement les croyances oxydatives liées au stress. Et ensuite, après, on crée de la valorisation. Par exemple, donc, si je comprends bien, on crée de l'écoute active derrière. On répète un petit peu tout ce qu'on a compris. On valide un petit peu avec les personnes. On crée de l'empathie en étant désolé, en comprenant un petit peu la situation, en étant disponible. Est-ce que je peux faire quelque chose par rapport à ça, le cas échéant? Est-ce que je peux en parler à quelqu'un? Est-ce que tu voudrais que j'en parle à un manager, à un RH, à un membre du CSE, etc. On montre à la personne qu'on ne la laisse pas seule, qu'on la considère. Ça, c'est le plus important. D'accord? Ok. Donc, se montrer disponible, effectivement, ça, on a déjà parlé. Effectivement, l'orienter vers un interlocuteur adéquat, en interne dans l'entreprise ou en externe. Donc, comme dit, ça peut être un médecin du travail, ça peut être le service RH, un membre du CSE, une personne de confiance, le manager, si on y arrive. Effectivement, c'est pas toujours le cas. Un référent QVCT, vous savez, là, actuellement, il y a des formations au premier secours mentaux au travail. Ça peut aussi être ce type de personne, d'accord? Ou ça peut être, il y a des entreprises effectivement qui travaillent avec des prestataires externes, comme Connect ferait partie d'un prestataire externe dans ce cas-là, et qui vont payer des sessions ou participer au paiement de sessions de type impact de 6 sessions avec ce prestataire-là. Voilà, moi, je participe à cette hauteur-là, et ça permet justement de dire, bah, tiens, moi, en tant qu'entreprise, je vais aider les collaborateurs à trouver du lien pour réussir à dépasser une problématique qu'elles rencontrent. D'accord. Ça ne fait pas tout, on est bien d'accord, mais c'est quand même plus que moi à ce niveau-là. Okay. Donc, au niveau des entreprises, on a plusieurs niveaux d'action. D'accord. Le premier niveau, effectivement, on l'a vu, c'est comment je crée des espaces de dialogue avec les collaborateurs qui rencontrent des difficultés. Des espaces de dialogue, ça va être donc ces temps, donc ça peut même être des réunions qui vont être focalisées sur créer du temps avec les collaborateurs. Par exemple, il y a beaucoup de collaborateurs qui sont en télétravail. Est-ce qu'on a la possibilité de se dire, bah, tiens, le mercredi à midi, c'est notre temps un petit peu d'échange libre, par exemple, pour recréer un petit peu du temps en commun. D'accord. L'idée, c'est de lâcher un petit peu la pression aussi. On l'a vu tout à l'heure. Là, si je suis en permanence dans la performance, je fais des burn-out. Si je
coupe du lien social. D'accord. Il faut que j'ai des temps de performance, des temps où j'ai une performance un peu plus légère, un peu plus secondaire. D'accord. Ensuite, c'est effectivement de pouvoir proposer des solutions de type formation, par exemple. Comment est-ce que je peux former mes managers, par exemple? Parce que pourquoi est-ce que je parle des managers? Eh bien, c'est parce que il a été démontré que les managers, il y avait était à la source de 56% des émotions des collaborateurs que les collaborateurs pouvaient ressentir sur le lieu de travail. Donc, si j'ai un manager qui ne sait pas bien gérer ses émotions, qui ne sait pas reconnaître ses émotions, il va potentiellement contaminer son équipe avec ces dernières. Et là, on a un risque, effectivement, de cassure au niveau du lien avec le manager. Donc, c'est fondamental, effectivement, qu'on puisse travailler sur cet axe-là, travailler sur l'axe de reconnaissance, donc des symptômes du stress, l'axe organisationnel, l'axe de clarification des rôles. Pourquoi clarification des rôles? Par exemple, 60% des enjeux de pouvoir au niveau du travail sont liés à des fiches de poste qui sont inadaptées. Il y a un écart entre le prescrit et le réel. Et par conséquent, il y a deux personnes qui sont. Moi, je travaille avec des personnes, mais elles ont trois managers et les trois managers ne se concertent pas en amont et la pauvre personne est complètement saturée. Donc, ça ne marche pas non plus. D'accord. L'idée, effectivement, c'est de favoriser aussi la reconnaissance et l'autonomie. Ouais, c'est vrai que cette communication managériale, ce sera d'ailleurs l'objet du prochain webinaire de mardi prochain, qui sera avec Cécile Ferlandin, qui est ancienne DRH, qui a un cabinet de conseil en RH. Aujourd'hui, on va vraiment reparler de tous ces sujets organisationnels du travail et managérial. En quoi finalement les différences entre la fiche de poste et les tâches qui sont réellement demandées, quel va être l'impact sur les collaborateurs, l'adaptation de la charge de travail, l'autonomie dont tu parlais. C'est vrai que on va faire un gros focus là-dessus la semaine prochaine. Donc, pour ceux que ça intéresse, ça pourrait être hyper intéressant. On va vraiment explorer le sujet de fond en comble. Et puis, il y a le troisième niveau au niveau des entreprises. Ça va être de mettre une stratégie globale en place. Déjà, il faut définir des objectifs en amont, donc savoir ce sur quoi on veut vraiment travailler. Pour ça, il faut impliquer les collaborateurs. Ça, c'est dans toute démarche qualité de vie au travail, on est obligé, il faut en fait, si on veut avoir des résultats qui sont optimaux, il faut impliquer les collaborateurs dans quelle action on veut mettre en place, quels sont les objectifs qu'on veut définir, quelles sont les problématiques qui existent, faire une enquête, un questionnaire pour savoir quels sont les besoins des collaborateurs. Et puis ensuite, à partir de ce questionnaire-là, à partir de ces résultats, on va pouvoir définir un plan d'action et créer ce plan d'action sur mesure adapté à nos objectifs. Ça nous permet vraiment d'avoir des résultats qui sont maximaux. Un des problèmes qu'on rencontre aujourd'hui dans les stratégies QVCT des entreprises, c'est que on va mettre en place une ou deux actions par-ci par-là, puis on va dire ah ouais mais ça marche pas, on a essayé mais ça marche pas. Ouais, mais c'est pas en mettant une action au doigt mouillé que ça va marcher parce que bah oui, peut-être que c'était une très bonne action, mais pas pour vous ou pas pour cet objectif qui a été défini. Donc vraiment avoir ce travail en trois temps d'objectif, d'analyse, de recherche et puis de définition d'un plan d'action qui est cohérent et qu'ensuite on va pouvoir mettre en place. Ça, c'est vraiment la façon qui permet aujourd'hui aux entreprises d'avoir les meilleurs résultats. Et donc, juste avant de passer aux questions, on va rapidement repasser sur tes actualités. Christophe, en ce moment, qu'est-ce que tu as sur le feu? Dis-moi tout. Ouais, 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 bah, écoute, en ce moment, alors il y a quelques apparitions publiques que je vais faire dans les prochains mois, notamment au mois d'octobre où je vais travailler, où je vais faire un webinaire sur le Digital Detox et je vais vous présenter à ce moment-là une technique pour diminuer de 2 tiers l'addiction aux écrans. Donc ça vaut peut-être le coup si vous sentez que c'est quelque chose qui vous intéresse. Et en Alsace, en novembre, a priori, on va travailler ensemble sur une activité assez majeure, une conférence avec deux personnalités assez centrales. Mais là, je vais peut-être te laisser la parole là-dessus parce que c'est aussi ton actualité, Axel.
Oui, tout à fait. Bah, déjà, on a tout d'abord lancé PrefConnect, qui est le Doctolib de la qualité de vie au travail, dont tu fais partie, Christophe. Tu interviens à nos côtés. Nous, on a une plateforme qui permet aux entreprises de trouver les intervenants, des intervenants de qualité pour permettre de mettre en place les actions dont tu parlais juste avant et de gérer vraiment cette QVCT au quotidien. À côté de ça, effectivement, on est en train de préparer une grosse conférence sur la santé mentale qui aura lieu en Alsace avec des intervenants de renom, dont toi, Christophe, également Camille Lacour, et puis un PDG, on va dire, de très haut niveau, bien connu dans la région. Mais bon, pour ça, on y reviendra Ouais, prochainement quand tout sera bien ficelé. bien ficelé. Mais, mais voilà, pour l'instant, on en est là et on est super content des premiers retours sur la plateforme. On va passer à vos questions, refaire voilà, s'il y a des choses à revoir sur ce qu'on a présenté. Est-ce que tout a été clair? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voudriez qu'on revienne? C'est vrai que ça a été assez dense. Il y avait beaucoup de contenu, beaucoup d'informations. Euh, Christophe a apporté vraiment toute sa valeur sur la psychologie, l'organisation dans le monde du travail et les impacts sur les différents sujets. Est-ce que tout a été clair? Vous pouvez aussi nous le dire en commentaire. Est-ce que quand je vous ai posé la question sur l'autodiagnostic, concentration, mémorisation, est-ce qu'il y a des personnes qui se sont senties effectivement concernées aussi par rapport à ces éléments en se disant, ah tiens, là j'ai quand même beaucoup de oui. Euh, Qu'est-ce que je fais dans ce type de situation-là quand j'ai trop de oui, etc. Donc ça peut aussi être assez intéressant d'en discuter si vous sentez que vous en avez besoin à ce niveau-là. Un commentaire de Nathalie. Merci Nathalie, hein, tout était très clair. Peggy, pareil. Merci à vous d'avoir assisté pardon, au webinaire. Si ça vous intéresse, on peut aussi mettre à disposition un format PDF de l'autodiagnostic. C'est quelque chose que vous pouvez récupérer, qui peut être utilisé aussi au niveau de vos interventions. On a Vincent qui demande si on est également sur 18 mois d'arrêt moyen pour le bore-out et le burn-out. Oui, ouais, alors effectivement, au niveau de la Sécu, à ma connaissance, hein, il n'y a pas de granularité entre les différentes souffrances au travail. Donc, effectivement, c'est plutôt pour cause de souffrance mentale. Ouais, faut garder ça effectivement avec un grain de sel. Mais les chiffres officiels, effectivement, c'est 18 mois pour le burn-out. Et on s'attend effectivement à ce qu'ils aient un petit peu mélangé un petit peu les différents éléments. Mais je n'ai pas d'agent infiltré à la Sécu pour me garantir cet élément-là. Il y a Isabelle qui nous parle aussi du burn-out chez le chef d'entreprise, qui est Euh, souvent oublié dans l'équation. Elle a raison, parce que quand on est chef d'entreprise, c'est à nous de prendre toutes les décisions. Et si on est dans un secteur en crise, et en ce moment, il y en a beaucoup de secteurs en crise, avec tout ce qui nous tombe dessus, c'est très compliqué de prendre les bonnes décisions. Il y a une pression permanente qui se conduit, qui se crée. Il y a un isolement social du chef d'entreprise qui est présent. Si en plus il y a l'effet cocktail qui est un petit peu plein, là aussi, si on n'a pas appris à créer de la résilience pour se protéger par rapport à ça, c'est très facile de tomber dedans, effectivement. Elle a tout à fait raison. Comme il y a des demandes, du coup, on enverra l'autodiagnostic avec le replay du webinar. Comme ça, vous aurez tous accès et vous pourrez aussi le faire pour vous ou vos proches. Ça peut toujours être intéressant. Ouais. Euh, Est-ce que vous avez encore des questions? Sinon, Ouais. on va clôturer Il y a, tranquillement. Très rapidement, il y a Vincent qui a une même question sur le Ouais. GOLAC, effectivement. Alors, c'est vrai que je n'ai pas présenté tous les facteurs du GOLAC, hein, parce que j'en ai présenté quelques-uns, mais dans les 6 facteurs du GOLAC, vous avez la charge de travail, les exigences émotionnelles, l'autonomie et les supports sociaux, les conflits de valeurs et l'insécurité sociale et économique. Alors, sachant que le modèle va être un peu remis
il y a une enquête qui a été menée en mars 2025 jusqu'en juillet 2025, si ma mémoire est bonne. On attend les résultats pour mettre à jour un petit peu les chiffres. Mais effectivement, par exemple, on sait que la charge de travail, au niveau du modèle Golac, il y a 45% des personnes qui énoncent sentir ce risque-là, lié à cette charge de travail-là. Les exigences émotionnelles, il y a 25% des personnes qui décrivent justement qu'elles sont sensibles sur cette thématique-là. Il y a 25% des personnes qui ont identifié un problème au niveau de leur autonomie. Au niveau des supports sociaux, il y a un tiers, il y a 30% des personnes qui souffrent d'une dégradation sociale. Les conflits des valeurs, il y a 10% par rapport à ce que je sais de ça, mais ça va clairement bouger avec la période Covid, etc. Ça va vraiment être en hausse. Et l'insécurité sociale et économique va être en hausse aussi. Actuellement, on est sur 25% des risques. Donc là aussi, ça va augmenter par rapport à ça. Très bien. Euh, c'est bon pour tout le monde? Bah, écoute, super. Top. Bah, très bien. Ravi d'avoir pu vous assister sur cette thématique aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers Axel, vers moi. On a des profils LinkedIn, je pense, pour pouvoir échanger si jamais vous sentez que c'est intéressant. Il y a aussi le site de Preuve Connect qui doit être quelque part. Euh, donc, effectivement, on a effectivement des possibilités effectivement d'agir là-dessus. Et en tout cas, merci encore pour votre participation, les questions et les réactions pertinentes des uns et des autres que j'ai personnellement très appréciées. Et Axel, je vais te laisser le mot de la fin. Ouais, bah, je te remercie toi, Christophe, hein, de nous avoir prêté tout ton savoir pour nous éclaircir sur le sujet. Et c'était vraiment un super moment. On a pris beaucoup de choses. Donc, je te remercie aussi également pour tout ça. Eh ben, un grand service. Bonne journée à tous. À tous. Belle Au revoir. journée. Au revoir. Allô, allô. T'es toujours avec quelqu'un? Ok. Bon, je quitte alors. Ah oui, non, c'est bon, t'es là. Ouais. Ça va? Ah mince, j'ai plus ton micro. Ton micro est coupé. Par contre, tu peux couper l'enregistrement si tu veux. Si c'est possible. Ah mince.